ويثيدي دي توالين تيكو ساك تدويل بوساكي غتدناوي ديون نوذ مدوالم يا كان ذيوذ أسنان نوم سيونتيفيك بن حدادي بروفيسور بن حدادي رشيد سيد محمد بن حدادي قال لنا كي نتعدد يا كان يد سير تذويلت فو المند ماشي ديو ثاني تنقامو نتعدى مولين ويستنين مثاين نتلاليت نتريسيتي لدغا تجميت امبير ولا متديا كان ثورا نوغال دغورس وكني غادي نحكوا في تمثالت يشدن اين منقصه مثل جيوبوليتيك جيو تسرتي لكن ما تسمى كتسقبيليت يشدن وين يقدرون كثورا لوكران guerre l'Ukraine, de Russes, du sud de l'Europe, l'OTAN, les États-Unis, des observateurs, analystes, الزمانات ديك لون شوالت وين منقى طراز امازال ويست ثلاثه لا تروازيام غير مونديال ويست نعرف ما دير لي واش كاين غلا هي الناس نروح نسقسي بروفيسور محمد بن حدادي درن دي تموت الاوكران 10 سكواسن يعيش دينا يسن مليح تمثال تكير يورا ديون وما كرازنا ان بوست في سطانت متسيس وزاليس اطاسي ميعجب الناس نكون استيكوساك نسيو الوكنيا اغدي سهم تمثال تكير السينير بروفيسور بن حدادي غازول فلاك ازولا رشيد ازولا كوي ديسنا سنيتي كو 5 تزوانا قبل نكشم كيكي سمغا ولا كان كيكي قبل نكشم دوك سقسيين كيكي ناد كان امتكا شحال تضرب دي لوكران ملي شو التاليت كيكي سمغا ولا une décennie à peu près, même un petit peu plus, 75-86, en 75, dans 86. تخمض الدكتوراه يعني في كييف Aussi bien le doctorat que l'ingénierat. Donc, c'est des études qui se sont échelonnées en 10 ans et demi quasiment. Et bien, l'Ukraine, c'est la Russie, sous la gouvernance de la Russie. Ben, à l'époque, il y avait l'ex-URSS, donc l'Union des républiques socialistes soviétiques, et donc l'Ukraine était une des composantes, en plus de 13 à 14 autres États actuels. ثاني ميرثا كي كان باش تزغم ذا نواف بن حداد ديري واش نساول شكون يدير باش يسبوس ناود ثورا نروح السريد سي سقسين النار يعني انا جيو تسرتيتنا على الجيوبوليتيك او يفن محمد يوكل كنا نفذو غنحكوا لك كي السوزل امشي لارميد نبوض شو اللي كاين ديال روس لوكران ما سبق دينا فرانسيس peux-tu brièvement nous résumer comment on est arrivé à cette situation d'extrême tension entre la Russie et l'Ukraine? En fait, ça remonte à 3 décennies en arrière, donc autour de décembre 91, quand l'Union soviétique, l'URSS a disparu. Donc, déjà en janvier 92, il y a eu une petite bisbille entre l'Ukraine et la Russie sur le partage de la flotte qui était en mer Noire. On parle de 450 à 500 bateaux. Donc, ce qu'ils ont décidé à l'époque, c'est de mettre la flotte sous commandement commun. Puis, il y a eu un accord ensuite qui a fait que les Russes ont gardé tout ce qui est armes stratégiques de la flotte qui était sur la mer Noire. En fait, la vraie division de l'Ukraine, elle est apparue avec les premières élections, quand on a vu que l'Est russophile a massivement voté pour des candidats proches de la Russie, alors que l'Ouest, davantage tourné vers l'Occident, a massivement voté pour les candidats donc proches de l'Occident. Ces années-là, la Crimée, elle était sous le contrôle de Kiev, mais il faut savoir déjà que la Crimée à l'époque, on parle là de 95-96, la Crimée, elle avait sa propre constitution. Donc, elle avait un certain niveau de souveraineté, même si elle faisait partie de l'Ukraine. Et quand il y a eu les élections législatives et présidentielles, on parle de 2005-2006, donc le président était davantage proche de l'Ouest, Viktor Yushchenko,
Et le Premier ministre, Viktor Yanukovych, il était proche des thèses russes, proche de la Russie. Et 4 années plus tard, donc vers 2010, c'est Viktor Yanukovych qui a été porté à la présidence. Quand Yanukovych a été président, donc c'est encore une fois un président proche de la Russie, donc ils ont réglé le contentieux sur les livraisons de gaz, ils ont trouvé un accord sur la Crimée c'est un accord sur 25 ans, donc ils cédaient les bases navales, l'Ukraine a cédé les bases navales de Sébastopol pour la Russie. Et puis, surtout, ils ont rejeté l'accord de l'Ukraine avec l'accord d'association avec l'Union européenne. Donc, c'est là qu'ont commencé à apparaître les premières violences. Donc, la révolution orange, on parle de fin 2013-2014 à peu près. Début 2014, le président Yanukovych a été renversé. Et dans les semaines qui ont suivi ce renversement, la Russie a annexé la Crimée. De toute façon, la Crimée, aussitôt Yanukovych renversé, des milices ont pris le pouvoir localement. Et puis, à l'est de l'Ukraine, la région qu'on appelle le Donbass, il y a eu quasiment l'occupation de la ville par des milices russophones et ils ont promulgué 2 républiques sécessionnistes, donc la République de Donetsk et la République de Louhansk. La guerre a été terrible, c'est plusieurs milliers de morts, essentiellement de civils, on parle de 13 000 à 14 000. L'Allemagne et la France ont essayé de régler ce contentieux-là. Ils ont aidé à faire signer des accords qui n'ont pas tenu mais longtemps, 2014. Mais en 2015, quand même, ils ont plus ou moins tenu ces accords-là, les accords connus sous le nom d'accords de Minsk. Et puis, comme le contentieux est encore grand, les tensions sont apparues, en particulier cette dernière année. Donc, il y a un regain de tension en ce moment incroyable. ثاني رشيد محمد بن حدادي هكا وندنيغ تسممي وشو نبغى نستيكو سان كان مسلايك بروفيسور بن حدادي متفاهم يونا من سان غادي نسميو كشو يقدرونا كان ثورا دينا ثورا لا كريميا كيان تبع الروس نا اليوكرين وكذا سقسي مزوارو اسقسي وسين اسكو كتشيني تليت تضرب نعرفو حظ تولد لا كريميا القرب تضرب تولد وكذا سقسيين. Bonne question, Rachid. Bonne question que malheureusement Radio-Canada et nos journaux d'ici ne posent pas parce que pour tout le monde, la Crimée est ukrainienne. Je ne suis pas tout à fait en accord avec ça parce que si on remonte très loin dans l'histoire, on va dire 5-6 derniers siècles, la Crimée était essentiellement tatar. Alors, ils constituaient la majorité de la population. Les Tatars, ils sont davantage rattachés donc à l'Empire ottoman. Et c'est quand la Russie a gagné sa guerre contre l'Empire ottoman, on parle à peu près de 1780, que la Crimée a été annexée par la Russie. Donc, on parle encore une fois des années 1782-83, je crois. Et c'est alors qu'a commencé une immense politique de peuplement qui, avec le temps, rendit les Tatars minoritaires. Ils étaient même encouragés à rejoindre leur mère patrie, la Turquie. Et donc, peuplement avec des Russes et des Ukrainiens, mais essentiellement des Russes, parce qu'à l'époque déjà, l'Ukraine faisait partie de la Russie. Et quand même, il y a une certaine ironie du sort parce que les Tatars qui ne sont pas partis, qui sont restés en Crimée, quand il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, ils se sont rangés du côté des nazis. Ce qui fait que Staline leur a fait payer chèrement leur prise de position avec les nazis puisqu'il les a déportés massivement. On parle de centaines de milliers de Tatars qui, du jour au lendemain, se sont retrouvés à l'extérieur de chez eux, donc disséminés un peu partout dans l'ex-Union soviétique. Moi, je pense que la Crimée n'a presque jamais réellement appartenu à l'Ukraine. Sauf qu'il y a eu en 1954,
54, c'est Khrouchtchev qui était au pouvoir dans l'ex-Union soviétique. Et il l'a offert sur un plateau d'argent comme cadeau pour fêter le 300e anniversaire de l'union entre la Russie et l'Ukraine. Et donc, c'est naturellement, quand il y a eu l'effondrement de l'ex-URSS, la Crimée se retrouve donc dans le giron de l'Ukraine. Mais la Crimée ne reconnaissait pas justement l'autorité de l'Ukraine. Elle avait sa propre constitution et le grand port militaire de Sébastopol, où étaient stationnés la majorité des sous-marins russes, soviétiques, elle était dans les mains des Russes. Alors, la suite, elle est bien connue. Donc, quand il y a eu la révolution qu'on appelle révolution orange en 2014 en Ukraine, il y a eu des groupes paramilitaires russophones de Crimée qui ont pris le pouvoir. Puis la Russie ensuite s'est emparée de facto de cette région névralgique. D'ailleurs, quand j'ai écrit un article, j'ai dit sans tirer un seul coup de feu, effectivement. Alors, pour répondre maintenant à ta question, je ne sais pas, je vais faire peut-être une petite analogie avec un dicton que les enfants utilisent beaucoup. Donner, c'est donner, reprendre, c'est voler. Pour moi, l'Ukraine n'a pas été ukrainienne, mais la Russie l'a donnée à l'Ukraine en 1954. Ils l'ont reprise en 2014. Alors, je laisserai à tout un chacun le soin de se faire sa propre opinion. Mais moi, je pense que le devoir de probité nous demande carrément de dire que historiquement, la Crimée, elle est tatar. Elle est beaucoup plus tatar que russe ou ukrainienne. Mais si on parle de notre époque, la Crimée, elle est bien plus russe qu'ukrainienne, forcément. Je connais cette région-là, j'ai fait plusieurs séjours dans cette région. En fait, la Crimée, elle a été bâtie par les tsars. Elle a un climat très, très clément et les dachas pour le repos là, de la nomenclatura plus tard, et qui ont été bâtis. C'est là que se trouve la ville de Yalta. Tiens, elle est connue, Yalta, c'est là où le monde a été divisé. Ce que vous voyez derrière moi, la carte, c'est un petit coin de paradis de la Crimée. Effectivement, يالطا لي زاكور دو يالطا توسنن تغاضم امضلان ويسين effectivement تغيض فوسقسي ويسين من غير داسكو تظنظ tu as vécu de la Crimée, tu as fait plusieurs voyages là. En fait, c'est des sanatoriums. Il y a énormément d'endroits où passer des vacances. C'est un peu le sud des soviétiques, des Russes. C'est un climat très, très clément. D'ailleurs, c'est simple, là, les Russes n'auraient jamais pour tout l'or du monde cédé le port de Sébastopol. C'est le seul port qui n'est pas gelé en hiver. Donc, la majorité de leurs sous-marins se trouvent dans cette région, dans cet endroit-là. سقسي ويس كراض ويس ثلاثة بروفيسور بن حدادي إذا كان دوك سما نكموت لوكران تليسا نغوس تلا يطمنات قناص دونباس امور سي تمور تاكي ناس تمنات تاكي دونباس إفرايوك تنضبط كييف نار لو بوفوار سنترال دو كييف او يفن عاد صمد اوغرا في مسال تاكي دونك مازال تدينا فرانسيست à l'est de l'Ukraine, dans la région de Donbass, il y a une partie de territoire qui échappe à l'autorité du pouvoir central du Kiev. Peux-tu nous éclairer un peu plus sur ce sujet, professeur Ben Haddadi? Oui, bien sûr, c'est une région que je connais. Là, encore une fois, c'est utile de revenir très loin en arrière pour comprendre la situation actuelle. Donc, si on revient quasiment 3 siècles en arrière, sous les tsars, cette région-là, elle a subi une certaine russification, et russification massive. Leur langue, l'ukrainien, elle était considérée carrément comme un dialecte. D'ailleurs, ils l'appellent un petit russe. Souvent, c'est considéré comme le dialecte même des ruraux incultes. Le mot Ukraine était proscrit, on l'appelait la petite Russie. Et le tsar, c'est le tsar de toutes les Russies. Petite Russie, la Russie telle qu'on la connaît, et la Russie blanche, qui est la Bélarussie.
quand il y a eu l'arrivée des bolcheviks en révolution donc d'octobre 17 au pouvoir, ça a desserré un peu, quelque peu l'étau, mais il a été resserré par Staline, de nouveau desserré par Khrushchev. Un autre phénomène très important à comprendre pour comprendre cette région-là, c'est que l'industrialisation massive de l'ex-URSS à partir de la fin des années 20, elle a été accompagnée par de grands mouvements migratoires. Essentiellement, c'est des Russes vers l'Ukraine, et en particulier de cette région charbonnière, le Donbass. Plus un autre phénomène, c'est que les campagnards ukrainiens eux-mêmes, ils ont adopté le russe suite à leur exode rural, donc vers la ville. Donc, c'est de facto quasiment que le russe est devenu la langue de la promotion. Donc, elle a eu la préséance sur la langue locale, la langue ukrainienne, dans la majeure partie de l'Ukraine, pas juste cette région-là, sauf à l'ouest. L'ouest, il est fortement resté donc ukrainien, ukrainophone, et depuis Yanukovych, le président pro-russe qui a été destitué, il y a un conflit armé qui a pris naissance dans cette région-là. On parle de plusieurs 13 000 ou 14 000 morts, deux républiques sécessionnistes, la république pas du Donbass, mais de Luhansk et de Donetsk. Luhansk et de Donetsk sont les deux grandes villes du Donbass, mais il y en a d'autres. Et ces rebelles, on les présente souvent comme des séparatistes pro-russes. Ça aussi, je ne suis pas en accord avec cette terminologie parce que ils sont majoritairement russes, ou bien c'est des Ukrainiens russifiés et qui acceptent leur russification. Donc c'est clair que la guerre a peut-être un détail aussi pertinent à faire connaître, c'est que la guerre a éclaté aussitôt que le nouveau pouvoir à Kiev a promulgué que le russe n'est pas une langue officielle. Eux, ils sont russes. Alors, du jour au lendemain, on leur dit votre langue n'est pas officielle, et la guerre a commencé avec ça. تنمير رشيد سقسي وس ربعة نمسلاي دغا في إمثوانا لي زاكور دو يالطا دي ضغان دي فورا فيفريي 45 ثورا غاد مسلاي في إمثوانا لي زاكور دو مينسك قناص مينسك كيس نقارن او يفون غادي نيض دا شو إمثوانا كي مازال هاد سقسي وسقسي كيس فرانسيس. Donc, pour toi, le Donbass n'est pas juste une carte aux mains de Poutine, c'est le Wayne russe. On parle beaucoup des accords de Minsk. C'est quoi ces accords, Rachid? D'abord, avant de parler de ces accords, concernant cette région du Donbass, beaucoup, pour ne pas dire la majeure partie, écrivent que c'est une carte aux mains de Poutine. Moi, je pense que ceux qui écrivent ça ne comprennent pas la situation qui prévaut, ne la connaissent pas. Généralement, c'est des journalistes derrière leur ordinateur, et dans l'essentiel de la contribution se résume à faire passer une pensée dominante qui arrange l'allié, même si c'est l'allié de circonstance. Je le disais tout à l'heure, ces populations se sont soulevées en 2005 essentiellement, parce que le russe a été promulgué comme langue non officielle. Or, eux, c'est des Russes ou se considèrent comme tels. Et jamais je n'ai lu un article de presse chez nous, je parle de presse occidentale, qui parle de cela. Le territoire du Donbass est ukrainien, mais la population est russophone, russophile, pour ne pas dire russe tout court, tout simplement. Et pour revenir maintenant à ta question sur les accords de Minsk, alors les accords de Minsk, c'est la France et l'Allemagne qui ont pris l'initiative de trouver une solution à ce conflit-là, appelé conflit entre Russie et Ukraine. Donc, il y a une entente qui a été signée, plutôt 2 fois qu'une seule. La première n'a pas été respectée, la deuxième, elle est un peu mieux. C'est que ces accords-là stipulent, entre autres, que cette région allait bénéficier d'une large autonomie et que Kiev allait reprendre le contrôle des frontières. Donc,
pour informer un peu vos auditeurs, les frontières, c'est avec la Russie et elles sont, ces frontières-là, aux mains de milices russophones qui ont promulgué les républiques sécessionnistes. Donc, Kiev, tout ce qui les intéresse, c'est reprendre le contrôle au niveau de leurs frontières parce que, parce que la constitution en ce moment en Ukraine, à Kiev, ne permet pas ce genre de fédéralisme-là. Et donc, c'est clair que tant qu'il n'y a pas un changement à ce niveau-là, les accords ne pourront pas être respectés. On ne peut pas juste dire aux insurgés, déposez vos armes, vous êtes sous la souveraineté de l'Ukraine, s'ils n'obtiennent pas de garantie qu'ils vont avoir une forme d'autonomie, de gestion qui va leur permettre de gérer leur région. Donc, il y a plusieurs je pense, 12, 13 points qui sont stipulés dans ces accords-là de Minsk. Mais je pense que les deux plus importants, c'est l'Ukraine qui retrouve le contrôle des frontières et les insurgés donc, qui obtiennent un certain nombre de droits de gestion de leur région. تنمير رشيد في تفاصيلك كياك ثم هذا نشكر جنان فهم مليح أكيد هناك دي جان لوكران ذنو سسكسيوان جامو ذا شو تسيفرات وغفل لك رشيد دعني تموت الكندا دكا نتسيدي نكيني ديكتش قوش كياك ذا شو زعما تخدم زعما تدني فرانسيس رشيد. Comment vois-tu une solution à ce problème et le Canada dans tout cela, est-ce qu'il a une carte à jouer? Je pense que la solution, à mon avis, ne peut être que dans la question précédente, hein, les accords de Minsk. Si on veut trouver une solution, il faut absolument que les accords de Minsk soient mis en application. Et encore une fois, les deux moments clés de ces accords-là, c'est l'Ukraine qui retrouve le contrôle de ses frontières avec la Russie, d'un côté, et de l'autre côté, l'Ukraine qui cède aux habitants du Donbass le droit de gérer leur propre région, qui se décentralise, qui adopte un système où on donne plus de pouvoir aux régions. Et je ne vois pas une autre issue à ce problème-là. Je pense que c'est la seule issue, me semble-t-il, qui pourrait avoir du bon sens. Et le Canada aurait pu quand même beaucoup aider dans cette direction-là. Malheureusement, le Canada, et quand je parle du Canada, c'est les médias, c'est également le gouvernement, on s'aligne derrière la politique des États-Unis qui est une politique de parti pris flagrant anti-russe, donc contre les Russes, avec les Ukrainiens, donc des alliés de circonstance probablement. Et la solution ne peut pas se dessiner en jouant encore sur plus de clivage. Hein. Il n'y a pas lieu, je pense, de menacer aussi bien les Russes qui vivent dans ces régions-là que la Russie elle-même. Hein. Moi, je pense que si l'Ukraine adhère à l'OTAN, c'est son droit. Hein. Les habitants de ces régions-là vont se séparer définitivement de l'Ukraine. Ça, c'est mon opinion personnelle et je l'assume, je l'ai déjà écrite. Et la démocratie ne peut pas être à géométrie variable. C'est le droit de l'Ukraine de rejoindre l'OTAN. C'est également le droit des régions de cette région-là de se séparer et de se mettre sous le chapeau de la mère patrie, la Russie. C'est des Russes. Mais le territoire du Donbass a toujours été ukrainien. Et donc, s'il y a un peu plus de bon sens, c'est d'aller vers une certaine forme de réconciliation où on aurait un certain fédéralisme qui pourrait s'instaurer. Mais ça, il faudrait d'abord que Kiev modifie sa constitution. Ça aussi, on parle de fédéralisme, mais ce n'est pas évident. C'est encore un État fortement centralisé, l'Ukraine. Et s'ils vont vers ça, le président va perdre sa base. Donc, il y a d'autres enjeux qui rentrent en considération. Mais pour faire court là un peu avec ta question, le Canada aurait pu quand même aider, il peut servir d'exemple. On voit au Canada, à l'exemple du Québec par exemple, qu'il y a un certain nombre de souverainetés à l'intérieur du pays qui s'appelle le Canada. On aurait pu avoir ça pour le Donbass dans un pays
qui s'appelle l'Ukraine. Il me semble que c'est la solution qui ferait le bonheur de la majorité. C'est à peu près là aussi, c'est la même situation que l'Algérie et la Kabylie. C'est libre aux Algériens d'appartenir au monde arabe, mais si la Kabylie ne veut pas de ce monde arabe, là, donc il faut trouver une solution. C'est ça à peu près. Euh, Toute proportion gardée. Hein? on, dit, Hein? on dit que toute comparaison est toujours boiteuse, Rachid. On fera peut-être une autre discussion, si tu veux, à ce niveau-là. On se contentera cette fois-ci juste de parler de la situation en Ukraine, mais ça ne l'empêche pas de faire des analogies, mais les comparaisons sont toujours boiteuses. Par contre, c'est toujours important et fructueux de savoir ce qui se passe ailleurs, regarder ce qui s'est passé ailleurs. Finalement, quand on regarde l'Ukraine et la Russie, ils ont vécu ensemble 350 ans et puis à un moment donné, les intérêts ont divergé et puis l'Ukraine est aujourd'hui un pays indépendant. OK. Effectivement, les comparaisons sont boiteuses parce que les contextes historiques des pays sont différents. Et puis, ça ne nous empêche pas de prendre des leçons, et on va s'inspirer pour instaurer la paix, le vivre ensemble. Oui, bien sûr. Est-ce que c'est une curiosité personnelle? Hein? L'ukrainien, c'est le petit russe, c'est un dialecte. Est-ce que la langue ukrainienne et la langue russe, j'évite parce que tu vois, c'est les mêmes écritures. Hein? Est-ce que ils appartiennent à la même famille? J'évite, Narala, tu peux nous répondre à cette question. Aussi bien les langues que les peuples, là, ils sont très, très proches. Hein, normalement, c'est quand même paradoxal par rapport à la situation actuelle. L'ukrainien a subi beaucoup d'influence du russe. L'ukrainien, beaucoup de mots ukrainiens ont disparu, remplacés par des mots russes. Et en ce moment, peut-être qu'ils essayent de retrouver leur ancien mot. C'est en leur honneur, je pense, que de vouloir faire de sorte à ce qu'ils gardent le maximum des mots d'origine. Mais effectivement, les deux langues sont très, très proches. Moi, je ne parle pas ukrainien, mais je parle russe hein, couramment, mais quand deux Ukrainiens devant moi se parlent, je comprends 3 mots sur 4. Wow. La prononciation est très différente, quelques accords aussi de verbes qui diffèrent un petit peu, mais les deux langues sont tellement proches l'une de l'autre. Ça me désole tellement personnellement quand je vois cette situation-là, parce que c'est quand même 2 peuples distincts, mais c'est 2 peuples valeureux qui auraient pu vivre en grande intelligence. Et quand on regarde la région du Donbass, une région que je connais avec ce qui s'y passe, c'est quand même les civils hein, qui subissent en premier lieu toutes les exactions là, qui s'y sont produites. C'est clair que dans une perspective de long terme, ils pourront peut-être encore se retrouver, mais aujourd'hui, c'est la guerre. Professeur Ben Haddadi, merci في تفاصيلك إياك. تنميرثا رشيد merci pour l'invitation. مالكن وين ثم تيدي قيم لنا مازال ناويين يسنتالك ويشد غاني في الجيو استراتيجيتنا لا جيوبوليتيك ديال الموند اين حزن ثموران مدن حزوران البلاد الاخرى انفهم شكا يضغونك ذوك مضى اللي سيار مليل ذويلي نظون عاطت مليل نظون دستون اكد بروفيسور محمد بن حداد مقارنه رشيد او ندير قيمه ذي ثلويث